Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai longtemps souhaité cette émission qui sort un peu du cadre qu'on s'est fixé au départ, cadre initial d'ambition qui est celui une rencontre avec un chef d'entreprise, avec un ambassadeur ou avec un opérateur économique. Seulement, là on vit une période cruciale dans notre vie. Et c'est vrai, il faut qu'on soit conscient de cette période très très importante. C'est un tournant majeur qui est initié par le président de la République, annoncé à travers ces 54 promesses qu'il a données lors de sa campagne électorale et qui vient à point aujourd'hui à être concrétisé sur le terrain. Quel est ce point? C'est la révision de la Constitution. Pourquoi on révise une Constitution en fait? Pourquoi on fait une réforme d'un secteur ou d'un autre? Tout simplement parce que la Constitution peut-être a été défaillante, peut-être que l'administration aujourd'hui a besoin de temps de réforme dans tous ces secteurs, que ce soit les secteurs financiers, l'administration tout court, parce que je l'ai dit à maintes reprises que l'administration reste aujourd'hui, avec sa bureaucratie, l'ennemi public numéro 1. Pour parler de tout ça, qui sort un peu de l'ordinaire de notre émission, j'ai invité une bâtonnière qu'elle a apprivoisé la caméra depuis longtemps, puisqu'elle a l'habitude d'être face de la caméra, et qui va nous répondre à bâton rompu sur le système judiciaire, la réforme du système judiciaire, la Constitution, l'intérêt d'une révision de la Constitution, l'adhésion à cette réforme, les points forts et les angles morts de cette Constitution. C'est, sans tarder, Madame Meslem Khadija, qui est bâtonnière. Madame Meslem, bonjour. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité, me donner cette occasion que je voulais tant la saisir pour m'expliquer sur la vision de certaines personnes comme moi dans la profession d'avocat ou étant aussi maître de conférence à la faculté de droit, de point de vue aussi citoyenne tout court de la République qui voit, qui attend espéré de voir une Algérie nouvelle comme ils l'ont bien dit, comme il l'a bien, s'est engagé bien, plutôt le président de la République à doter ce pays d'une constitution consensuelle qui pourrait éventuellement accompagner toutes les espérances du peuple algérien. Merci beaucoup, Madame Meslem. Vous êtes, je vous signale, la première femme qui a été invitée dans le cadre de cette émission, Et c'est promis que vous ne serez pas la dernière. Je serai polygame là-dessus. Donc, oh là là. Alors la réforme a commencé par la Constitution. Quelles étaient les raisons directes pour changer la Constitution? Où je biais la Constitution est faite, par exemple. Alors, là, on va essayer de vulgariser la Constitution est faite pour aujourd'hui, on ressent le besoin d'une Constitution nouvelle. Il faut d'abord expliquer aux citoyens que la Constitution 2016 qui a été promulguée en 2016, elle y est toujours, elle est en vigueur. Donc cette Constitution, elle a aussi connu des experts, elle a connu aussi beaucoup d'avis, beaucoup de contradictions, mais elle est là aujourd'hui. Seulement le nouveau qui a donné raison pour qu'il y ait une nouvelle lecture pour la Constitution algérienne, on ne va pas l'oublier, on va le dire haut et grand, c'est le Hirak. C'est le Hirak 2019, le 22, béni du 22 février 2019, qui a fait exploser certaines démagogies, certaines approches, un ancrage d'une certaine manœuvre qui ont été carrément non constitutionnelles. C'est à partir de là que le peuple est sorti revendiquer beaucoup de libertés, beaucoup de droits fondamentaux,
ils ont revendiqué aussi la séparation et le renforcement plutôt du principe de séparation de pouvoir. Ils ont revendiqué une indépendance juste et une indépendance d'éthique. Ils ont revendiqué aussi que l'agent public soit puni d'avoir commis tant de corruption et d'avoir pris l'argent public. Ils ont revendiqué que la femme soit libre dans son pays, que l'enfant puisse vivre tranquillement aussi dans son pays, aller à l'école sans se faire agresser. Il y a eu aussi la presse qui a revendiqué sa liberté. Il y a tous ces... la justice, oui, on en a déjà parlé. Donc, il y a beaucoup de revendications qui ont explosé dans le Hirak, et que le président de la République, lors de sa campagne électorale, s'est engagé devant le peuple et s'est engagé de respecter d'abord sa propre stratégie, puis aussi de respecter toutes les revendications de Hirak. La preuve, il l'a prescrit même dans le préambule de la Constitution. Il l'a porté d'ailleurs, c'est un principe qui était hors axe, mais là il est mémorisé. Il est carrément dans le préambule de la Constitution. Aujourd'hui, les générations futures vont connaître que le 22 février 2019 a été réellement une révolution. Révolution dans les principes, dans un changement de tout un État qui manœuvrait et qui œuvrait avec des manœuvres non constitutionnelles, s'est porté vers la légitimité et vers la constitutionnalité. Madame Mslem, j'ai lu dernièrement un entretien à Maître Miloud Brahimi, qu'on salue, et qui vous dit que la Constitution ancienne, elle est belle. Elle est belle, il y a des textes qui sont bons, qui sont faits par des grands experts et tout. Mais le souci, c'est dans le respect de la Constitution. On ne respecte pas. Est-ce qu'il y a une garantie que Redouane a une nouvelle Constitution, elle est plébiscitée par le peuple et tout ce qui va avec? Est-ce que on va respecter la Constitution? De notre manière, la question, je la naqleba. Est-ce qu'on est prêt à une liberté? Vous êtes habitué des tribunaux et tout ça parce que vous plaidez. Est-ce que le peuple, le citoyen, sans que je n'ai pas envie de choquer personne, on est prêt à une liberté absolue? Le citoyen, oui. Écoutez, Maître Brahimi, que moi aussi, notre bâtonnier, notre parrain aussi, que je salue, n'a pas tort de vous dire que la Constitution de 2016 était belle aussi. Oui, à certaines incohérences, à certaines déficiences. Il y a certains principes qui n'étaient pas tellement respectés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la disposition qui oblige certaines institutions publiques à respecter les principes de Constitution. La preuve, la base aujourd'hui du fondement, le fondement des libertés publiques et les droits fondamentaux sont cette proposition-là. C'est doter la nouvelle Constitution d'une disposition qui oblige ces institutions publiques à respecter les principes de la Constitution et surtout celle qui est liée aux droits fondamentaux et libertés publiques. Donc, ce principe-là, aujourd'hui, il n'est pas limité. On ne limite plus les droits fondamentaux et on ne limite plus les libertés publiques qu'en vertu d'une loi. Ou bien sûr, quand elle est contraire à l'établissement d'un ordre public ou bien à des raisons d'autres dispositions, bien sûr, de droits fondamentaux de la Constitution. Oui. Et donc, cette disposition qui va être garde-fou, qui va être l'obligation elle-même de se faire respecter certains principes. C'est ça, c'était l'application de certains principes de droit qui n'étaient pas appliqués et certains principes de Constitution qui n'étaient pas appliqués. Aujourd'hui, la nouvelle, c'est qu'on a infligé une disposition précise à toutes les institutions publiques, justement de respecter les droits fondamentaux et libertés. Et personne ne pourra toucher, à partir d'aujourd'hui, qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire, on ne peut plus toucher à ces droits pour des raisons politiques, ou pour une démagogie, ou pour des idéologies. Mais là, s'il y a une loi
qui impose un respect quelque part, mais d'une manière à diminuer un droit, une liberté de l'autre côté, là, on est obligé de respecter. On est obligé de respecter. Donc, le principe est là. Et comment ça marche? Ça marche, c'est-à-dire on a la Constitution, après on a la loi qui va accompagner la Constitution, et après on aura les codes. Oui. C'est comme ça que ça marche. Mais généralement, la problématique, on a des lois, mais les textes qui nous permettent d'appliquer cette loi n'existe pas. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Qui fait ce Avant, il y avait des propositions de loi. Et au fond de cette disposition, il prévoit des textes d'application, mais qui ne viennent jamais. Ces textes d'application qui restent des années pour venir. Revenons à la loi organique de l'information. Oui, 2012. 2012 jusqu'à aujourd'hui. Bon, il a fallu qu'un événement bien précis, qu'on se voit dans l'obligation de créer l'agence, plutôt l'autorité d'audiovisuel. La RAV. Voilà, donc à partir de là, la nouvelle constitution maintenant oblige à celui qui, bien sûr, à l'autorité qui légifère, des lois, de les faire accompagner par des textes d'application. Sinon, elle ne sera même pas inscrite au tableau d'ordre du jour du Parlement. C'est-à-dire, c'est une proposition vouée carrément à l'échec, à l'écartement. Au broyeur. Bien sûr, au broyeur. Donc aujourd'hui, on propose une loi, on doit proposer avec ces textes d'application. Et qu'on en parle une fois pour toutes. Comme ça, la loi, elle sera appliquée, elle sera rigoureuse, et la personne et le citoyen pourrait, bien sûr, avoir de palper cette disposition ou de palper cette loi. Sinon, à quoi bon d'instaurer une loi et de la faire attendre des années et des années d'appliquer pour se Souvent, faire on l'a appliquer. fait exprès, on ne fait pas des textes d'application juste pour encourager la corruption, juste pour encourager Tout à les fait. dessous. Il y avait beaucoup de choses beaucoup de qui dessous de la étaient chose, dessous. hein. Madame Oui. Meslem, le débat est très passionnant avec vous. On va marquer vraiment une courte pause et on y revient. On revient, mesdames et messieurs, à notre passionnant débat. Vraiment, c'est un débat passionnant, d'autant plus que c'est un débat factuel, un débat de l'heure et un débat qui va définir l'avenir de la personne. Qu'en est-il, Madame Meslem, des droits de la personne, les droits de la famille, les droits de la femme, de l'enfant, voilà, tout ça. tout ça, oui. C'est la Constitution. La Constitution nouvelle, elle a privilégié les droits qui portent beaucoup plus les... elle va pénaliser toutes les atteintes à l'intégrité physique de la personne, que ce soit la femme, l'homme ou l'enfant, ou la personne âgée aussi. Elle privilège le principe de droit à la vie, qui est un principe de droit, enfin c'est un droit inscrit dans la Déclaration universelle de droits de l'homme. Elle prévoit aussi la protection de la femme de toute forme de violence, violence. Elle lui prévoit aussi et elle lui garantit toutes les structures d'accueil pour ces femmes victimes de violences. Elle pénalise aussi, là, haut et grand, hein, tous les actes de torture, de traitement inhumain contre toute personne, que ce soit femme, homme ou enfant ou personnes âgées. Je pense à partir de là que notre nouvelle constitution adhère fortement dans la convention de lutte contre la torture qui est déjà que l'Algérie a déjà ratifié. Et donc à partir de là, le respect des droits de l'homme, elle s'inscrit aussi dans la lutte contre toute forme de violence contre le peuple algérien, contre toute forme de force et de violence et torture. Maître, le président n'a pas attendu la Constitution. On l'a vu cette semaine faire des décrets contre le gangstérisme.
Oui. contre Banditisme. le banditisme, contre la vente ou le trafic des armes blanches. Oui, oui. Donc il n'a pas attendu, quand on veut faire la chose, on l'a fait, et c'est un point pour le président de la République, il l'a fait sans attendre une constitution. هذا c'est dans la nature même de l'homme. على هذيك المقبلة, je vous ai posé la question, maître, en disant qu'est-ce que nous, citoyens, sommes-nous prêts à nous respecter mutuellement? C'est le problème qu'il faut faire. On peut avoir toutes les constitutions qu'on veut, mais le vrai travail, il est sociétal. Vous parlez de... Là, je pense que le problème pour nous actuellement, c'est qu'on n'accepte pas les uns les autres. On ne s'accepte pas trop. Dès qu'il y a une personne qui est contre nos principes ou contre notre façon de voir les choses, on porte d'autres idéologies que l'autre personne n'accepte pas, il y a carrément ici conflit. Il y a un conflit. Nous, société algérienne, on n'accepte pas qu'il y a des différences. Je ne dirais pas discriminatoires, mais je dirais à la limite idéologiques. Revenant à des bases de religion ou à des bases dogmatiques, c'est ça. Donc aujourd'hui, il est temps pour nous, peuple algérien, citoyen algérien, de s'accepter. Je suis dans l'obligation d'accepter autrui avec ses idées. Tant que cette personne ne dépasse pas ses limites, tant que cette personne ne dépasse pas mes droits, tant que cette personne ne m'attaque pas dans ma conviction, moi aussi je suis dans l'obligation de respecter cette personne dans sa conviction. Si on s'accepte comme ça, on pourra vivre, on pourra s'entendre, on pourra aussi respecter tous les cultes qui se pratiquent en Algérie. Et je dirais, c'est ce qui a été justement apporté dans la nouvelle constitution, c'est le respect de l'exercice des cultes. Là, on est obligé de s'accepter dans tout ça. Si on refuse ça, on ne va pas accepter ni cette constitution, ni d'autres constitutions qui vont venir à l'avenir. Mais madame, on va peut-être choquer, on va un peu crever plutôt l'abcès. Nous sommes une société à majorité musulmane. Oui. En majorité, on est que l'islam din al-dawla. Déjà, il y a des gens qui vous disent dans la Constitution, pourquoi inscrire l'islam din al-dawla? Moi, je suis dans le débat, je ne suis pas dans le parti pris. Tout à fait. Mais est-ce qu'on a une communauté qui est chrétienne, une communauté qui est juive? Est-ce qu'ils ont, eux aussi, le droit de construire une église dans un quartier, comme ils disent au Moussalat? C'est ça la liberté de culte dont vous parlez. Tout à fait. Vous parlez de liberté de culte. C'est ça la liberté de culte. Qui m'entend avec une mosquée je peux avoir ma synagogue ou mon église. Est-ce que c'est pour ça que je vous dis le débat le débat il est citoyen, il n'est pas technique. Il est culturel et il est sociétal. Tout à fait. C'est ça le problème. Pourtant c'est inscrit dans la Constitution. C'est inscrit, surtout cette fois-ci. Même la Constitution 2016, elle a prévu ce principe, mais la Constitution, la mouture, elle a démontré ça, qu'il y a le respect justement des cultes et l'exercice des cultes, à condition qu'ils soient neutres. Là, ils ont exigé la neutralité de ces lieux-là. Qu'est-ce que vous appelez neutre? Écoutez, neutre, c'est de ne pas se mêler de certaines... plutôt, de ne pas avoir le discours haineux. Il ne faut pas avoir un discours haineux, parce que si on fait un passage dans ces cultes, ou un passage dans ces idéologies, il se pourrait que je trouve un langage haineux de l'un contre l'autre. Donc la neutralité, je pense, elle commence à partir de là. Je respecte la personne dans sa conviction, je la respecte dans sa culture, dans son culte, dans l'exercice de son culte, à condition qu'il soit neutre, qu'il ne s'approche pas. Il ne fait pas de prosélytisme. Tout à fait. Mais le prosélytisme, il y a une dawa. C'est ça. Il ne fait pas de prosélytisme, il ne fait pas de promotion de son culte. Il est où le mal? Je ne sais pas. Là, il est où le mal? Je pense qu'il faut préparer le peuple avec toutes ses différences. Voilà. Il faut préparer le peuple c'est pour ça qu'on a parlé de l'acceptation de l'un comme l'autre. La cohabitation. La cohabitation. Si on ne cohabite pas avec nos différences, ce n'est pas aussi simple d'appliquer cette constitution.
parler de neutralité, j'aimerais bien définir la neutralité, mais la Constitution ne va pas me définir ça. Je pense d'autres dispositions qui vont venir, qui vont expliquer ou définir qu'est-ce que c'est la neutralité dans l'exercice de culte. Aujourd'hui, c'est un sujet, je pense, hein, assez compliqué et complexe pour beaucoup de personnes. On a peur de l'autre. D'affronter. On a peur de l'autre. On a peur de la région de l'autre. C'est comme si on était des musulmans refoulés. Je dis ça entre guillemets, mais c'est pas. Pourtant, il y en a des exemples de par le monde. Le Liban, c'est un pays où cohabitent de coalition. L'Égypte aussi, il y a des Coptes, il y a des où ils sont kif. C'est le vivre ensemble. C'est ça la Constitution. Si elle n'assure pas le vivre ensemble, c'est plus une Constitution. Elle n'est pas fédératrice. La Constitution, elle a prescrit ça dans la mouture. Maintenant, moi, je reviens, comme je suis praticienne, je reviens, moi, sur le terrain après. Oui. Comment je pourrais garantir cette protection? Comment je pourrais arriver, justement, à maintenir ce droit pour tout le monde et dans le respect total? Comment je pourrais dire un jour que ce parti a pratiqué le discours de la haine ou bien il n'a pas cohabité? Du moment que je n'ai pas la définition de cette neutralité, je ne l'ai pas pour le moment. Donc on va voir, avec l'exercice de ce principe sur le terrain, on va connaître pas mal de choses. Et peut-être nous aurons aussi l'occasion de revenir pour enrichir certains textes, textes de loi ou réglementaires, pour justement arriver à établir cette neutralité dans l'exercice des cultes. Madame Slem, on passe à autre chose, on passe à la réforme de la justice. La justice, on l'a traité de justice aux ordres, justice du téléphone. Alors, qui fâche, comment assurer aujourd'hui l'indépendance du juge? C'est-à-dire qu'on lui donne un cas et il soit conscient, il a la conscience de l'esprit de la loi et de faire la justice. Parce que la justice, c'est un principe qui dépasse la notion de loi. Tout à fait. Voilà. Je dirais que c'est une équation assez complexe. C'est une équation qui n'est pas simple pour le juge. On a connu une indépendance. On a plutôt connu plusieurs expériences de vouloir réformer la justice. Je dirais de l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas cessé de réformer la justice, de réformer certains principes. Mais arriver à établir l'indépendance de la justice, ce n'est pas une simple chose. C'est beau de le dire comme ça, mais sur le terrain, c'est une autre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'on a des lois. On a des lois qui régissent la gestion de certains dossiers. On a le code de procédure pénale, on a le code pénal, on a d'autres procédures, on a beaucoup de lois. Et on a l'organigramme aussi de la chancellerie. On a aussi le conseil de la magistrature. Conseil de l'ordre? Non, ce n'est pas le conseil de l'ordre. Conseil de l'ordre, c'est prévu pour les professions libérales. Par contre, les magistrats, ils ont un statut précis, un statut bien particulier. Le statut des magistrats est régi par le Haut Conseil de la magistrature. Le Haut Conseil de la magistrature, c'est lui qui accompagne le magistrat dans sa mission, dans sa carrière professionnelle. Donc, parler de l'indépendance de la justice, c'est revoir d'abord l'organigramme, revoir certaines dispositions légales qui laissent que certains moments, le magistrat répond à certains principes de droit. Cette liaison entre la chancellerie et le magistrat, ce n'est pas une simple équation. Ce n'est pas une simple équation. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Aujourd'hui, la mouture, qu'est-ce qu'elle a prévu? Elle a prévu l'indépendance à partir de plusieurs choses. D'abord, l'inamovibilité du magistrat. Elle a prévu le Haut Conseil de la magistrature, soit, bien sûr, il est toujours présidé par le président de la République, mais aujourd'hui, le vice-président, c'est quand même le premier président de la Cour suprême, que celui qui a toujours
accompagner le magistrat dans sa carrière professionnelle. Donc, instaurer aujourd'hui cette justice qui soit loin des pratiques qu'on a connues dans le temps, les pratiques d'une justice qui s'ingérait dans la gestion d'un dossier du magistrat. Et gare à celui qui ne répond pas oui. Gare au magistrat qui ne répond pas oui. À la chancellerie. Qui est ورغم les garde-fous, le juge, il doit rendre des comptes à qui? Dans une affaire, par exemple, on a une affaire. Il n'a pas de compte à rendre. Le magistrat, il est libre de rendre ça son dispositif selon âme et conscience. Selon âme et conscience, c'est loi. Il doit appliquer la loi. Il répond qu'à la loi. Il ne pratique que la disposition légale. Le magistrat n'a pas de rendre compte à qui que ce soit. C'est lui qui gère le dossier. Donc il a tout devant lui pour rendre son verdict. Il doit le rendre justement en application d'une disposition légale. Il ne doit pas l'importer de sa tête. Il ne doit pas importer des textes de sa tête ou de l'extérieur. Justement, il ne doit pas supplier à certaines volontés. La volonté, par exemple, d'une chancellerie ou d'autres forces occultes. Un magistrat doit être libre. Il est libre parce qu'il est dans un contexte précis d'une indépendance de justice. C'est-à-dire, la justice ne doit plus être instrumentalisée. La justice doit répondre juste au principe de loi, au principe de la Constitution. Et donc, le juge, il est libre. Comment il est libre? Il est libre quand il est indépendant de rendre un verdict. Il ne doit pas supplier à d'autres volontés. Donc aujourd'hui, le Haut Conseil de la magistrature, il prévoit une composition, il prévoit une démarche à l'intérieur. Et à partir de là, le magistrat deviendra libre. Et attention aussi, il faut dire à la chancellerie une chose, que vous êtes seulement une administration de la justice. La chancellerie, c'est une administration. Elle gère juste les tribunaux et elle gère l'administration globale de la justice et des pénitenciers. Elle gère juste une carrière d'un magistrat, mais elle ne s'implique pas dans la justice. C'est ça l'amalgame qu'il y a eu. À un certain moment, ils ont voulu faire croire à tout le monde que le ministère de la Justice, c'est ça la justice. Non. D'ailleurs, il y a un changement d'appellation. Il y a un changement de terminologie. L'actuelle constitution, elle prénomme l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, la proposition, c'est au lieu de l'autorité judiciaire, c'est la justice. Pourtant, dernièrement, c'est le ministre de la Justice qui a présidé l'année judiciaire, le Conseil de magistrature. Tout à fait normal, parce que la composition était autre. Parce que d'habitude, le Haut Conseil de la magistrature est présidé, par le président de la République. D'accord, mais il n'a jamais assisté. De l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu Monsieur le Président de la République siéger ce Conseil. Ça a été toujours au ministre de la Justice, aujourd'hui, de le seconder dans le Conseil. Aujourd'hui, on a prévu justement l'éloignement et l'écartement de Monsieur le juge garde des Sceaux et le procureur général de la Cour suprême d'être membres. Ils ont carrément enlevé la membrité du ministre de la Justice et du PG, enfin du procureur général de la Cour suprême, dans la composante du Haut Conseil de la magistrature. Ça, beaucoup de magistrats, ils ont été contents, beaucoup de personnes étaient contents. Bon, d'autres personnes, ils ont leur raison de choses. Oui. Maître, le hadith qui me dit le hadith معك يشيق ولكن malheureusement on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Je vous promets une autre rencontre avec des sujets précis. On ne peut pas entamer tous les sujets en même temps. Je vous donne juste 2 secondes, 3 secondes pour que vous puissiez dire votre dernier mot. Aujourd'hui, on attend le rendez-vous qui est fixé par Monsieur le Président de la République pour le scrutin populaire, pour arriver à valider cet avant-projet de constitution que nous espérons aussi
le groupe des experts a entendu toutes les critiques et toutes les critiques négatives et positives apportées à l'enrichissement de ce document, j'espère consensuel comme il l'a bien, comme il l'a bien qualifié, Monsieur le Président de la République. Il a bien choisi aussi le 1er novembre comme date, comme rendez-vous pour le scrutin populaire. Certainement, c'est beaucoup de symboles dans ce choix de date. Nous espérons que les Algériens partiront en masse pour dire oui à une constitution consensuelle qui va certainement protéger d'abord l'identité algérienne et l'unité du peuple. Merci beaucoup, Madame Slem, d'avoir répondu présente à notre invitation. En attendant un autre invité la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous et je vous dis bonne fin de soirée. Au revoir.